Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un article assez récent du docteur E. Il remet pas mal en question certaines idées sur le calcium et la mise bas chez la chatte. L'info principale, c'est que contrairement à ce qu'on croit souvent, la plupart des mises bas difficiles, les dystocies, eh bien elles ne seraient pas dues à un manque de calcium. Il cite même une étude de 2021, assez parlante, sur 35 chattes en difficulté, aucune n'était en manque de calcium, zéro. Et même 11 avaient un taux trop élevé. Ah oui, ça change la donne pour nous les éleveurs. On a souvent ce réflexe, dès que ça ralentit un peu, hop, calcium. Savoir que le problème n'est souvent pas là au départ, ça oblige vraiment à revoir comment on réagit là, juste à côté de la caisse. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment on applique ça sur le moment? C'est là que ça devient intéressant. Si ce n'est pas le calcium, qu'est-ce qui coince alors là-bas? Le docteur E parle surtout des causes mécaniques. Mauvaise position d'un chaton, vous savez, en siège ou transverse. Ou alors des chatons trop gros pour passer. Il y a aussi l'épuisement de la mère, simplement, après un long travail. Ou des soucis anatomiques, un bassin un peu étroit. Le calcium, lui, il ne peut aider que si le problème initial, c'est vraiment une faiblesse des contractions. L'inertie utérine, comme on dit. Trop faible et un blocage physique. L'article donne des pistes pour savoir quand le calcium peut quand même être utile. Je pense aux contractions qui faiblissent en cours de route ou aux très grosses portées qui épuisent la mère. On sait aussi que c'est important après pour la lactation, mais bon, ça c'est une autre étape. C'est délicat de distinguer une chatte qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour contracter, d'une autre où un chaton bloque tout. Tout à fait. Et l'article pointe un risque important avec une pratique assez courante, donner du calcium avant que le travail ne commence vraiment, avant le stade I. C'est déconseillé parce que ça peut, comment dire, ça peut brouiller les signaux pour le corps de la chatte. En gros, si elle reçoit du calcium de l'extérieur, son organisme se dit « Ok, pas besoin de puiser dans les réserves » et il réduit sa capacité à mobiliser son propre calcium, pile au moment où elle en aura le plus besoin, pendant les contractions fortes et surtout après pour la lactation. Donc, la règle d'or, attendre les signaux clairs du stade I. Justement, ces signes du stade I, parfois sur le vif, c'est pas si évident. L'article nous aide à les identifier clairement. On connaît la nidification, l'agitation, la chatte qui miaule plus. Mais comment être sûr que ce n'est pas juste l'inconfort de la fin de gestation? Oui, il décrit ça assez bien. Une nidification vraiment marquée, qui dure, une agitation où elle ne tient pas en place, des miaulements différents ou des ronronnements plus forts. Elle peut chercher à s'isoler ou au contraire être très collante. Il mentionne aussi parfois une petite baisse de température, autour de 37,8 degrés Celsius. Ce qui compte, c'est que ces signes persistent et s'intensifient. C'est pas juste un petit moment d'inconfort. Ok, admettons, stade I confirmé. On pense à une inertie et on en a parlé avec le veto, bien sûr. Il y a un protocole ensuite. Oui, il y a cette fameuse règle des 45 minutes. On donne une dose de calcium par voie orale, plutôt des gels de citrate ou d'ascorbate de calcium. Ils sont bien absorbés même si la chatte est stressée. Et après, on observe, très attentivement, pendant 15-30 minutes. Est-ce que les contractions reprennent plus fort? Est-ce que ça avance? Si au bout de 45 minutes, il ne s'est rien passé de significatif, Là, on arrête tout et on appelle le vétérinaire, immédiatement. Et surtout, on ne redonne pas de calcium. Si ça n'a pas marché, c'est probablement qu'il y a un obstacle. Un chaton coincé ou trop gros. Insister avec le calcium serait inutile et même dangereux. Ça retarde la décision d'une césarienne ou d'une autre intervention, et là, le temps presse. exactement. Pour le type de produit donc, si c'est indiqué, les gels oraux multicelles ou citrate ascorbate. Le carbonate seul, c'est moins top en cas de stress. Les injections, c'est uniquement le vétérinaire, à cause des risques pour le cœur. Et bien sûr, on oublie les antiacides pour humains, ça n'a rien à voir. Mais le point vraiment essentiel qui ressort de l'article et qui confirme ce qu'on voit quand on gère bien l'alimentation, c'est celui-là. Avec une bonne alimentation commerciale, une formule croissance et reproduction de qualité, eh bien dans la grande majorité des cas, on n'a pas besoin de supplémenter en calcium pour la mise bas. Si la chatte a eu ce qu'il faut pendant la gestation, son corps est prêt. Donc, pour résumer, les erreurs à ne pas faire, selon l'article, donner du calcium au cas où, avant le travail. Ça, non. Redonner une dose si la première n'a rien fait en 45 minutes. Mauvaise idée. Oubliez que le gros des besoins, c'est après la naissance, pour la lactation. Et puis, utiliser des produits inadaptés ou de mauvaise qualité. Oui, ce point sur la lactation, c'est crucial. L'article le dit bien. Le pic de demande en calcium, c'est pendant les 1 à 3 premières semaines après la naissance, surtout avec les grosses portées. C'est là que le risque d'éclampsie, l'hypocalcémie postpartum est maximal.
Il faut être super vigilant au premier signe. Des petits tics sur la face, elle bave un peu, elle est agitée, elle a des petits tremblements. Ça, c'est l'alerte précoce. Et puis, il y a l'urgence. Des marches raides, convulsions, grosse fièvre au-dessus de 40,5 degrés. Là, c'est veto tout de suite. Du coup, la meilleure prévention, ça reste une alimentation top niveau pendant la gestation, surtout les 3 dernières semaines. Une nourriture, croissance et reproduction de qualité à volonté. Et, point important, sans ajouter de calcium en plus. Le but, c'est pas de la gaver de calcium avant, c'est de garder son système de régulation bien réactif pour le jour J et les semaines qui suivent. Finalement, cette approche, basée sur la science, elle apporte plus de sérénité, je trouve, et plus de sécurité. Ça évite de faire des choses inutiles, voire risquées. Ça aide à savoir quand, oui, un peu de calcium peut aider, mais surtout quand il faut absolument passer la main au vétérinaire. Ça remet l'accent sur l'importance de la nutrition bien avant et sur la surveillance après pour éviter l'éclampsie. C'est une gestion plus juste en fait. Tout à fait. Et pour celles et ceux qui voudraient le protocole détaillé des aides à la décision et d'autres outils pour les éleveurs, il faut consulter l'article complet du Dr Hay. Il y a aussi le Breeder Vault qui est mentionné. Le lien est dans les notes de cette discussion.